Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, celle qui voudrait que la science politique soit aussi vieille que la politique elle-même. On va voir qu'en fait, son histoire est bien plus récente et franchement, assez surprenante. On va entrer directement dans le vif du sujet. La politique, le pouvoir, les débats, tout ça, on est d'accord, ça existe depuis la nuit des temps. Alors la vraie question, c'est pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour qu'une science qui étudie tout ça voie le jour? C'est un vrai paradoxe et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour bien piger le truc, il faut tout de suite mettre les choses au clair. D'un côté, il y a la pratique de la politique, gouverner, décider, influencer, c'est l'arène si on veut. De l'autre, il y a la science politique, l'analyse, l'étude, avec de la distance. Ça, c'est le laboratoire. Deux choses bien distinctes. Et justement, cette distinction nous amène à notre premier gros morceau. Si la science politique est arrivée si tard, ce n'est pas par hasard. C'est lié à la nature même de ce qu'elle étudie. En fait, il y a eu deux énormes freins à sa naissance. D'abord, la politique, c'est, par nature, instable. C'est pas comme la physique, c'est plein de crises, de retournements de situation. Et puis, c'est hyper complexe, il y a tellement de facteurs humains imprévisibles. Alors essayer de plaquer une méthode scientifique là-dessus, pendant des siècles, ça a semblé mission impossible. Du coup, la première bataille, elle n'a pas été de trouver les bons outils, mais de se faire une place, intellectuellement parlant. La politique a dû se battre pour exister comme un domaine d'étude à part entière. Et c'est ça qui est dingue, c'est que pendant des siècles, quand on voulait réfléchir à la politique, on le faisait toujours à travers autre chose. C'était vu comme une sous-partie de la philo-morale. La question c'était, c'est quoi un bon gouvernement? Ou alors c'était un truc de religion, ou même juste une histoire d'économie. Bref, impossible de l'analyser pour ce que l'est, avec ses propres règles du jeu. Et ce chemin vers l'autonomie, il a été long. Ça commence doucement au Moyen-Âge. Et puis bam, Machiavel arrive et il ose écrire noir sur blanc que la politique et la morale, c'est deux choses différentes. Plus tard, Adam Smith fait pareil pour l'économie. Mais le vrai tournant, le coup de génie intellectuel, il va venir de Hegel. Et là, attention, c'est vraiment le moment clé. Avant Hegel, on mélangeait un peu tout. L'État, la société civile, la vie de tous les jours. Hegel, lui, arrive et dit « stop ». L'État, c'est un objet à part, avec sa propre logique. Et en faisant ça, en fait, il pose l'État sur une paillasse de laboratoire. Il en fait un objet d'étude qu'on peut enfin décortiquer scientifiquement. C'est l'acte de naissance intellectuelle, ni plus ni moins. Bon, avoir de grandes idées, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. La science politique, elle est aussi née d'un besoin très très concret, qui vient de la transformation des États eux-mêmes. Au XIXe siècle, l'État change complètement d'échelle. On n'est plus avec un roi et quelques conseillers. Là, il faut gérer des trucs énormes. Des chemins de fer, des écoles partout, des systèmes de santé. Et pour ça, il faut des milliers de fonctionnaires qui savent ce qu'ils font. Et pour que les gens acceptent de payer des impôts, il faut que l'État prouve qu'il est efficace, qu'il est juste. D'un coup, on a un besoin urgent d'une nouvelle sorte d'expertise. Et pour que ce soit bien clair, prenons un exemple parlant. Direction New York, au tout début du XXe siècle. Un vrai cas d'école. À l'époque, c'était le chaos total. La corruption était partout, elle paralysait tout. Les services publics étaient défaillants et, pour être honnête, personne ne savait vraiment qui devait faire quoi. Les politiciens mettaient leur nez dans la gestion de tous les jours, ce qui créait un bazar pas possible. Alors, la solution a été assez radicale. On a créé un centre de recherche, une sorte de think tank avant l'heure, pour tout analyser. L'idée, c'était simple. On arrête les passe-droits politiques et on prend des décisions basées sur des faits, des chiffres, des données. Et ça a tout changé. L'administration est devenue bien plus efficace et surtout, les gens ont pu recommencer à lui faire confiance. Et on arrive au troisième et dernier élément déclencheur. Et c'est peut-être le plus important de tous, l'arrivée de la démocratie. Là, le changement est juste énorme. La politique, qui était un peu l'affaire privée, le secret des rois et des prêtres, devient tout d'un coup l'affaire de tout le monde, l'affaire des citoyens. Et ce processus, il passe par ce qu'on appelle la laïcisation. On passe d'un État où c'est la religion qui fait la loi à un État neutre qui sépare clairement la sphère publique et la sphère privée des croyances. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que cette neutralité, elle crée l'espace nécessaire pour un débat politique basé sur la raison, sur des arguments et non plus sur des dogmes. C'est le terreau parfait pour que la science politique puisse enfin pousser. Et en même temps, le droit de vote explose. On passe du suffrage censitaire, où seuls les riches votent, au suffrage universel. Et là, mécaniquement, des millions de nouvelles personnes entrent dans l'arène politique. Forcément, la politique devient un sujet de conversation pour tout le monde. Bon, on y est. Maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle et voir comment ces trois grandes révolutions ont permis la naissance de la science politique. C'est vraiment là que tout se connecte. La démocratie ouvre le jeu politique à tout le monde.
La laïcisation garantit que le débat se fasse sur des bases rationnelles. Et le besoin d'efficacité de l'État moderne exige des experts et des outils pour y voir plus clair. Dans ce contexte, l'étude scientifique de la politique n'est plus une option, ça devient une pure nécessité. Et cette nouvelle nécessité, elle a eu deux conséquences majeures. D'abord, un effet, disons, quantitatif. Il y a eu beaucoup plus de chercheurs, plus de départements à l'université, plus d'études. Mais le deuxième effet, l'effet culturel, est encore plus important. Étudier la politique, ce n'est plus un hobby un peu bizarre pour quelques philosophes. Ça devient une vraie discipline, respectée et même vue comme essentielle pour que la société tourne rond. En clair, à ce moment-là, comprendre la politique, ça devient un outil de base pour le citoyen qui veut participer. Ça justifie qu'on ait des spécialistes qui consacrent leur vie à ça, pour le bien de tous. Bref, la science politique n'est plus un luxe, c'est un outil indispensable à la démocratie. Du coup, ça nous amène à une question pour aujourd'hui. Dans notre monde actuel, avec les fake news, la polarisation, est-ce que la science politique, qui est née de ce besoin de rationalité, peut encore nous aider? Est-ce qu'elle a encore un rôle à jouer ou est-ce que sa voix est juste perdue dans le bruit ambiant? C'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse avec